Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les lois de Newton. Ces lois vont nous permettre de décrire précisément un mouvement. Commençons par la première loi de Newton, appelée aussi principe d'inertie. Prenons l'exemple d'un bloc de glace sur un camion à l'arrêt, avec un contact sans frottement. Le bloc de glace est soumis à son poids et à la réaction du support. Ces forces se compensent. Que va-t-il se passer si le camion démarre ? Eh bien, le bloc de glace ne bouge pas, alors que les camions s'éloignent, il était immobile, il le reste et tombe, lorsqu'il n'y a plus de support. Prenons un autre exemple, avec cette fois-ci un bloc de glace sur un bus se déplaçant en ligne droite à vitesse constante. Que va-t-il se passer si le bus freine ? Eh bien, le bloc de glace va suivre son mouvement rectiligne uniforme. On peut énoncer maintenant le principe d'inertie, ou première loi de Newton, que vous avez vu en classe de seconde. Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc ça veut dire que si on a un mouvement rectiligne uniforme, donc le vecteur vitesse est constant, c'est équivalent à dire que la somme des forces égale 0. Donc on dit à ce moment-là que le système est isolé lorsqu'il n'y a aucune force, ou dans les cas plus généraux, on dit que le système est pseudo-isolé parce qu'à ce moment-là, on aura des forces qui se compensent. Alors attention, ce principe d'inertie ne s'applique que dans les référentiels galiléens et pour le centre de gravité du système. Parlons maintenant de la deuxième loi de Newton, appelée relation fondamentale de la dynamique. Prenons l'exemple de deux chariots tirés par un câble. La force qui entraîne ce mouvement est due à un contrepoids entraîné par des poulies. Alors, avec la même masse et le même contrepoids ici, les deux mêmes masses et les deux mêmes contrepoids, les chariots ont la même vitesse et la même accélération. Ils atteignent la vitesse de 2,9 mètres par seconde à 0,61 secondes. Alors, sans modifier la force de traction, augmentons la masse du chariot bleu. Voilà. Donc, la mise en mouvement est moins facile. Le chariot bleu atteint une vitesse de 2,3 mètres par seconde en 0,61 secondes. Et maintenant, avec la même masse de départ, augmentons cette fois la force appliquée. Donc la mise en mouvement est plus rapide. Et le chariot atteint cette fois-ci 3,1 mètres par seconde en 0,48 secondes. Alors on constate bien que dans un mouvement, la masse de l'objet et la force appliquée et son accélération sont reliées. Donc on peut maintenant énoncer la deuxième loi de Newton, qui est somme des forces appliquées, somme des forces extérieures, égale la masse fois l'accélération. Alors si on se souvient que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, on peut remplacer dans l'expression. On aura donc somme des forces égale m dv sur dt. Et on peut considérer que dans la plupart des cas, la masse est constante, donc on peut rentrer la masse m dans la dérivée ici. On obtient somme des forces égale dérivée du vecteur mv par rapport au temps. Et ce vecteur mv, on l'a déjà vu, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement ici. Donc la somme des forces extérieures égale la dérivée de la quantité de mouvement. C'est aussi une des expressions de la seconde loi de Newton. Passons maintenant à la troisième loi de Newton, qui s'appelle aussi principe des actions réciproques ou principe de l'action et de la réaction. Alors, tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. Donc à ce moment-là, on dira que les deux corps sont en interaction. Et donc la force F de A sur B, exercée par A sur B, et la force de F de B sur A, exercée par B sur A, qui décrivent l'interaction, sont telles que F de A sur B égale moins F de B sur A. Donc on avait déjà vu ça lorsqu'on avait parlé de la gravitation. Alors on peut montrer un petit peu ce que ça donne avec une vidéo d'une balle qui va atteindre le sol. Et là, à ce moment-là, on voit que la force qu'exerce la balle sur le sol
est opposée à la force qu'exerce le sol sur la balle. Abordons aussi maintenant la conservation de la quantité de mouvement des systèmes isolés. Alors, reprenons le principe d'inertie. Donc on disait que le vecteur vitesse égale constante entraînait que la somme des forces égale 0, où les forces se compensent. Alors si on a un système à masse constante, on peut multiplier la première équation par m, et on a donc m fois le vecteur égale toujours une constante, entraînera que la somme des forces égale 0. Et donc ça devient, cette quantité-là, on reconnaît bien la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement, qui est égale à mg, est constante pour un système pseudo-isolé. Un système pseudo-isolé, c'est bien un système dont les forces se compensent. Et donc on utilisera cette propriété souvent lors de chocs ou de collisions ou pour la propulsion par réaction. Et donc on comparera la quantité de mouvement avant le choc ou avant la propulsion et la quantité de mouvement après. Alors attention, les systèmes isolés, c'est bien des systèmes dont la trajectoire du centre de gravité est une droite. Alors prenons un exemple. Alors on voit ici qu'on a un système composé de deux boules. Alors une boule sigma 1, une boule sigma 2, et donc ces boules vont se choquer. Alors on voit ici qu'on a un système qui n'est pas pseudo-isolé puisque la trajectoire n'est pas une droite, celui-là non plus, mais celui-ci, composé des deux boules, est un système pseudo-isolé. Donc regardons maintenant la quantité de mouvement. Quantité de mouvement de sigma 1 avant le choc et après le choc. Et là on voit bien que ces deux quantités de mouvement ne sont pas constantes. La même chose pour celui-ci. Et maintenant pour le système composé de deux boules, on va calculer la quantité de mouvement de l'ensemble. Alors pour ça, il va falloir faire la somme des deux vecteurs, là, ici. Et on obtient la quantité de mouvement du système, ici, en faisant un parallélogramme. Quantité de mouvement du système avant le choc. Là maintenant, quantité de mouvement du système, somme des deux quantités de mouvement après le choc. Et là, on constate qu'on a bien conservation de la quantité de mouvement lorsqu'on a un système pseudo-isolé, c'est-à-dire qui a une trajectoire rectiligne et un mouvement uniforme. Alors, on peut appliquer ça à un système avec deux masses reliées par un ressort, avec une masse M2 supérieure à la masse M1. Alors, si on coupe le lien entre les deux, est-ce que la vitesse V2 sera supérieure à V1 ou V2 sera inférieure à V1 ? Donc voilà, comment peut-on établir une relation entre V1 et V2 ? Alors pour ça, on considère le système complet, la masse M1 et la masse M2. Ce système est pseudo-isolé parce qu'on a bien vu, il a une trajectoire rectiligne, un mouvement uniforme. On écrit la quantité de mouvement avant, qu'on se sépare. Donc on a bien P1 plus P2. C'est M1 V1 plus M2 V2. Et comme ils étaient immobiles, ça fait 0 plus 0. Donc pas de quantité de mouvement avant. Ensuite, on les lâche. Et on écrit la quantité de mouvement après. En considérant qu'on a un vecteur V'1 vers la gauche, le vecteur V'2 vers la droite. Donc on va d'abord écrire de façon vectorielle. P après égale P'1 plus P'2, c'est bien M1 V'1 plus M2 V'2, et là on projette sur un axe orienté vers la gauche, donc on aura M1 V1 V'1 égale moins M2 M'2, donc on peut trouver une relation finalement entre V1 et V2, et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a V'1 égale M2 sur M1 V'2, et comme M2 sur M1 est supérieur à 1, ce sera supérieur à V'2. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Le principe d'inertie ou première loi de Newton, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.
Ce qui se traduit par vecteur vitesse égale constante entraîne somme des forces égale 0. La deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi relation fondamentale de la dynamique, c'est somme des forces égale m fois l'accélération, ou somme des forces égale dérivée de la quantité de mouvement en fonction du temps. La troisième loi de Newton, principe des actions réciproques, qui dit que la force qu'exerce A sur B est égale à l'opposé de la force qu'exerce B sur A. Ensuite, les quantités de mouvement des systèmes pseudo-isolés. Donc, pour un système pseudo-isolé, donc je vous rappelle que c'est un système qui a une trajectoire rectiligne et un mouvement uniforme. La quantité de mouvement est constante. Donc on utilise cette propriété dans la résolution d'exercices sur la propulsion par réaction, c'est-à-dire le décollage d'une fusée ou une barque qui recule lorsque vous sautez sur le quai, ou lorsqu'il y a des chocs, dans des exercices sur la pétanque, sur le rugby. Et dans ce cas-là, on écrira pour le système complet, en général il y a toujours deux entités, la quantité de matière de mouvement avant égale la quantité de mouvement après. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de remplir le formulaire.